Bonjour tout le monde et merci d'être là. Voilà, donc nous avons l'honneur, le plaisir et l'avantage, et ce n'est pas seulement des mots, d'accueillir Christian Vello ici donc aujourd'hui. Christian Vello n'est pas tout à fait un inconnu dans notre département puisque nous l'avions fait venir en 2005 déjà pour nous parler des OGM en un temps où la situation était assez chaude en Lot-et-Garonne puisque c'était juste après un fauchage qui avait été réalisé chez M. Ménara près de Castel-Jaloux et qui avait eu tout de même le courage de venir, de participer à la conférence de Christian et ça se déroulait en Marmande. Et ça avait été fort intéressant et fort animé aussi parce qu'il y avait aussi la contradiction dans le public. Donc, mais nous n'avons pas peur de la contradiction, n'est-ce pas? Ça, je crois que tu es habitué à faire face à la contradiction. Voilà, donc c'est le collectif donc, contre les pesticides. Ça y est, j'ai perdu le terme exact du collectif. C'est un collectif que nous avons créé dans le département qui regroupe une douzaine d'organisations, dont Horizon Vert en fait partie, Agrobio 47, Génération Future, le Conservatoire Végétal, et puis un certain nombre, les Biocop, il y a des Biocop, les Biocop en font partie également. Voilà, et si je dois oublier quelques organisations, et si elles sont présentes dans la salle, donc à lever le doigt pour compléter la liste. Enfin, en tous les cas, ce collectif dont existe depuis un an maintenant, et voilà, donc nous voulons, notre objectif, eh bien, c'est d'appuyer justement la conversion de l'ensemble, je dirais, des activités qui sont lourdement impactées par les pesticides. Et en particulier, aujourd'hui, on essaie d'intervenir auprès des collectivités, auprès des communes qui maintenant, de par la loi, l'AB, doivent cesser toute utilisation de pesticides pour les espaces publics. Mais quand on y regarde de près, ce n'est pas aussi radical et ce n'est pas aussi simple. Et c'est pour ça que le collectif s'investit aussi dans ce secteur-là pour permettre aux communes, pour leur faciliter, peut-être leur apporter des informations pour les aider dans cette transition. En tous les cas, ça nous a paru particulièrement dans le sujet d'inviter Christian Vello. Alors je vais le laisser se présenter parce que je n'ai pas tout en tête de ses titres, mais il va nous dire ça. Et en tous les cas, je sais qu'il a l'habitude d'être pédagogue, donc je crois que nous allons passer un moment très instructif. Et il a, après la conférence, pour ceux qui veulent, il a un bouquin, il propose un bouquin qui pourra dédicacer pour ceux qui le veulent. Voilà, bonne conférence. Bien, merci. Merci Bernard pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui? Si jamais vous m'entendez plus bien, vous faites signe pour qu'on rectifie. Voilà, donc merci d'être nombreux ici cet après-midi. Je suis ravi de revenir donc dans le Lot-et-Garonne pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le sujet des OGM. Alors, j'ai plusieurs conférences sur le sujet parce que c'est un sujet de plus en plus large et notamment, je n'aurai pas l'occasion d'en parler aujourd'hui parce que donc, le thème c'est les OGM microbiens donc, et notamment les conséquences sur les microbes alimentaires, c'est-à-dire sur notamment enfin, tous les processus alimentaires qui utilisent des microbes naturellement pour élaborer le pain, le vin, les yaourts, les fromages, etc. Donc je vais concentrer sur les microbes OGM, mais la question des OGM est bien sûr étroitement liée à celle des pesticides, parce que la plupart des OGM agricoles sont des plantes qui sont génétiquement modifiées pour leur faire soit produire un insecticide, soit tolérer un herbicide, c'est-à-dire des plantes que l'on peut arroser avec un herbicide sans qu'elles meurent, et donc qui vont absorber l'herbicide dans leurs cellules. Donc les deux sont étroitement liés, et donc je fais aussi des conférences sur cette question d'herbicide, et l'herbicide en question, c'est essentiellement
le Roundup de la société philanthrope Monsanto, comme vous le savez. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais vous parler donc, des OGM microbiens. Alors, oui, d'abord, peut-être vous rappeler qui je suis pour ceux qui ne le savent pas, ou le dire pour ceux qui le savent déjà, et le dire pour ceux qui ne le savent pas. Je suis donc enseignant-chercheur, je suis docteur en biologie, je suis enseignant-chercheur à l'université Paris-Sud sur la fac d'Orsay. Et je suis, en fait, ma spécialité en biologie, c'est la génétique moléculaire. C'est quoi la génétique moléculaire? C'est une discipline de la biologie qui, comme toutes les disciplines de recherche, ont besoin d'outils pour mener à bien leur activité de recherche. Et parmi les outils que nous utilisons, nous avons notamment ceux qui permettent, entre autres, de faire des OGM. Parce qu'on va le voir, les OGM, c'est avant tout un outil au service de la recherche, avant d'être décliné dans différents domaines d'utilisation et d'application, notamment le domaine médical, mais également le domaine agroalimentaire. Et à travers les OGM microbiens, je vais pouvoir vous illustrer ces différents aspects de l'utilisation des OGM. Alors, évidemment, je suis là pour vous parler essentiellement de l'utilisation des OGM microbiens à des fins alimentaires, mais il me semble important de replacer les choses dans un contexte plus large pour que vous saisissiez bien la problématique globale de l'OGM. Parce que bien souvent, on nous dit « Ouais, mais attendez, il y avait des gens, les gens critiquent les OGM, il y a des faucheurs d'OGM, etc. C'est des gens qui n'ont rien compris, parce qu'avec les OGM, on peut faire des médicaments, c'est merveilleux, et donc c'est le progrès, etc., etc., etc. » Et donc, ça, vous allez voir que c'est un argument extrêmement malhonnête. Parce que, effectivement, depuis que l'on entend parler des OGM dans la société, c'est essentiellement les OGM agricoles, c'est-à-dire depuis le début des années 90. Mais il faut savoir que les OGM sont utilisés depuis bien plus longtemps dans les laboratoires pour la recherche fondamentale ou pour le médical. Et c'est important de le savoir parce que vous allez voir que vous soyez pour tous les OGM, contre tous les OGM, pour certains ou contre d'autres, les arguments que vous serez amenés à déployer vous-même autour d'un apéritif avec des amis, autour d'un repas, etc., de famille, sur le sujet, eh bien, ces arguments ne seront pas les mêmes en fonction des OGM dont vous parlez, parce que les problèmes posés par les OGM ne sont pas les mêmes en fonction de ce qu'on en fait. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai participé à beaucoup de débats télévisés, à des émissions de radio, et notamment à la télé en général, quand il y a un débat sur les OGM, ça commence par un mini-film qui a la prétention d'expliquer au plus grand nombre ce que sont les OGM. Et en général, ce mini-film se résume par un sandwich avec une couche de médicaments entre deux feuilles de maïs. C'est-à-dire qu'on fait un superbe amalgame entre les OGM utilisés dans les labos pour les chercheurs, les OGM utilisés à des fins pharmaceutiques ou médicales, et les OGM agroalimentaires. Et ça, c'est particulièrement malhonnête de la part de celui, pas de la part du journaliste qui souvent croit bien faire, mais de la part des scientifiques qui conseillent le journaliste. Parce qu'eux savent très bien que ce n'est pas la même chose, mais en faisant l'amalgame, ils utilisent la vitrine médicale pour servir des arguments alimentaires. Et ça, c'est totalement malhonnête. Parce que vous allez voir que les problèmes posés par les OGM agroalimentaires ne sont pas les mêmes, ne sont pas de même nature que ceux posés par les OGM qu'on utilise nous dans les labos. Je ne me fais pas forcément l'avocat des OGM dans les labos. Ça pose aussi des questions. Ça pose aussi des problèmes éthiques, etc. Donc, ce n'est pas tout lisse. Ce que je veux dire simplement, c'est que vous allez voir que les OGM utilisés à des fins agroalimentaires, eh bien, ça soulève des questions nouvelles, ça introduit des risques nouveaux, et donc on ne peut pas faire l'amalgame pour cette raison-là. Voilà, alors, les OGM microbiens s'y prêtent. Quand je fais une conférence sur les OGM en général, ça s'y prête aussi. Et d'ailleurs, je suis amené, quand je parle des OGM en général, bien, à parler de microbes OGM, d'animaux génétiquement modifiés. C'est beaucoup moins répandu que les microbes ou que les plantes, mais ça existe dans les laboratoires de recherche médicale. Il y a des lapins ou des souris génétiquement modifiées dans lesquelles on a introduit un gène humain pour mimer une maladie humaine et pour tester des médicaments. Donc ça existe aussi. Et puis, il y a les plantes OGM, bien sûr. Là, je vais me restreindre aux microbes, mais vous allez voir que même avec les microbes, on peut traiter tous ces différents pans, parce que moi, j'utilise des microbes dans mon laboratoire, puisque je travaille sur un microbe du sol, un champignon microscopique du sol, qui est d'ailleurs qu'on utilise comme marqueur de la santé des sols agricoles. Et
ce micro-organisme, eh bien, vous allez voir qu'on est amené à faire des OGM quand on fait de la recherche fondamentale dessus. Je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement c'est un fait, il faut le savoir, ça fait partie du débat. Et puis, il y a des microbes qu'on utilise pour faire des médicaments, des microbes qu'on utilise pour produire des molécules de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie du boisson, du fromage, et puis des microbes qu'on va génétiquement modifier pour les utiliser en tant que tels pour faire du vin, pour faire du fromage, pour faire du pain. Et ça, ben vous allez voir que là, il y a une dimension supplémentaire en termes de risques et en termes de questions posées par ces OGM. Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous présenter, mais avant de faire ça, je vais rappeler ce qu'est un OGM, parce qu'indépendamment du fait que ce soit un microbe, une plante ou un animal, un OGM est un OGM, la définition, elle vaut pour tout le monde. Donc je vais rappeler ce qu'est un OGM, et le problème des définitions, vous savez, c'est comme quand on va chercher un mot qu'on ne comprend pas dans le dictionnaire, il est souvent expliqué par d'autres mots qu'on ne comprend pas. Puis du coup, on tourne les pages du dico, puis c'est comme ça qu'on s'enrichit. Ben, c'est peut-être le sentiment que vous allez avoir quand je vais vous donner la définition d'un OGM, parce que pour définir un OGM, je vais être obligé de faire appel à des notions avec lesquelles vous n'êtes peut-être pas plus familier qu'avec la notion d'OGM elle-même. Et donc, plutôt que d'aller de définition en définition, ce qui serait particulièrement rébarbatif et peu sexy, eh bien, je préfère vous présenter les choses sous un aspect un petit peu technique. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, ça va être extrêmement simplifié, je vais essayer de rendre ça le plus ludique possible. Ce sera néanmoins pendant, allez, un petit quart d'heure, un tout petit peu technique, mais je vous rassure, à la portée de tout le monde, mais un tout petit peu technique quand même, donc un tout petit peu de concentration. Et comme on vient de manger, il ne faut pas attendre trop longtemps, parce qu'après on va être en plein sommeil, ça va être compliqué. Donc on va le faire tout de suite. Hein. Et puis ensuite, eh bien, je vous donnerai les exemples concrets de ce qu'on fait avec les OGM microbiens à des fins de recherche fondamentale, à des fins médicales, et je terminerai bien sûr par le cœur du sujet qui nous préoccupe cet après-midi, c'est-à-dire les micro-organismes alimentaires génétiquement modifiés, donc ceux avec lesquels on fait du vin, ceux avec lesquels on fait du pain, ceux avec lesquels on fait de la bière, ceux avec lesquels on fait du fromage et les yaourts. Voilà. Alors, la définition d'un OGM, c'est une définition, je vais vous donner la définition académique, c'est-à-dire la définition qui est officielle, hein, et qui, alors je suis désolé, hein, vous êtes assez nombreux, tant mieux, j'en suis ravi. Le problème, c'est que les écrans sont d'excellente qualité visuelle, donc ça c'est superbe, mais bon, c'est un choix qui a été fait parce qu'effectivement, sur le grand écran, ça aurait été plus grand, mais ça aurait été moins bon en qualité. Mais par contre, ça va être un peu petit. Alors, bon, je suis désolé, pour les premiers rangs, ça va aller. Au rang du fond, il y a encore des places si vous voulez vous approcher ou si vous voulez déplacer vos chaises. Mais de toute façon, mon support n'est qu'un complément à ce que je raconte. Hein, ce n'est pas le double de ce que je raconte, c'est un complément en images. Il y a des gens qui sont plus attentifs à une expression visuelle, d'autres à une expression orale. Et j'aime bien allier les deux parce que comme ça satisfait le maximum de monde. Maintenant, j'espère que ça va vous convenir et que vous allez vous en sortir avec ces écrans un petit peu petits. Donc, la définition d'un OGM, c'est la définition officielle, elle dit quoi? Elle dit qu'un organisme génétiquement modifié, c'est un organisme vivant. Alors quand on dit un organisme vivant, ça peut être un animal, un végétal, un microbe. Tout organisme vivant dont on a modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, ses caractéristiques génétiques initiales. Alors, ça ne préjuge pas de ce qu'on lui a fait, c'est-à-dire de la technique. OGM, c'est le résultat. Et ça ne préjuge pas du moyen qu'on utilise pour modifier génétiquement l'organisme. Ça peut être, par exemple, par addition d'un gène étranger. Prenez un gène de bactérie dans le maïs, bien le maïs, c'est un OGM. Ça peut être par suppression d'un gène. Je vais vous donner un exemple concret de ça dans un instant. Ça peut être par modification d'un gène, par quelconque technique. Toute manipulation génétique qui ne peut pas se faire naturellement et qui nécessite l'intervention de la main de l'homme conduit à un OGM. Alors, ça, c'est la définition officielle, la définition académique. Ah oui, mon pointeur ne marche pas sur les écrans. Sur les écrans tissus, oui, mais pas sur les écrans télé. Donc, en plus, je ne peux pas pointer. Donc, écoutez, on va essayer de s'en sortir quand même. Non, je peux passer les diapos, mais je ne peux pas pointer. J'ai une petite lumière rouge. Vous voyez, la lumière rouge, on la voit ici, voilà, mais on ne la voit pas sur l'écran. Parce que c'est des écrans, voilà, la constitution même de l'écran fait que ça ne marche pas. Voilà, donc je suis désolé, je vais essayer éventuellement de pointer du doigt et voilà, sans toucher l'écran. Alors,
donc vous avez la définition du haut, et puis vous avez une autre définition.